bienvenue à ce troisième épisode de la série Forward d'essai Document Cloud. Dans cette série qui est centrée sur un document numérique, dans les épisodes précédents, on vous a parlé de la sécurité d'un document PDF, de sa création jusqu'à sa sécurisation et jusqu'à sa signature. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Trottin, directeur d'accessibilité et d'inclusion chez Microsoft. Enchanté. Et nous sommes avec Thierry Blanc, expert Document Cloud chez Adobe. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'accessibilité numérique d'un document. Mais d'abord, on va juste vous montrer une vidéo. On va la lancer, qui va vous permettre de comprendre déjà dans le sujet de notre vidéo. Bonjour. Bonjour, ça sera tout? Oui, je vous dois combien? Mon petit monsieur, avant, il va falloir d'abord sélectionner tous les carreaux avec des vaches, que vous voyez juste là. En plus, là, vous avez de la chance, elle ne bouge pas. Sélectionner les cases contenant des vaches. Ne pas rendre son site accessible, c'est renvoyer les aveugles au Moyen-Âge. Faisons du numérique responsable une opportunité pour tous. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a peut-être un petit problème autour d'un document numérique et notamment autour de l'accessibilité d'un document numérique. D'abord, Philippe, donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'accessibilité numérique? Alors, Thierry, je veux bien que tu me passes les slides. Alors, le point numéro 1, c'est qu'en définitive, on utilise de plus en plus ces technologies dans les entreprises. Et on s'aperçoit qu'on peut, avec ces outils numériques, créer un environnement qui est finalement soit inclusif, en offrant à tout le monde la possibilité d'utiliser ces outils, mais on peut aussi exclure des gens, simplement parce qu'on ne fait pas attention, justement, et notamment au niveau de l'accessibilité documentaire. Au niveau du handicap, puisque c'est finalement les personnes qui vont être exclues, on a un fossé qui se creuse, puisque d'un côté, on voit effectivement que le nombre de personnes dans les entreprises augmente. Le départ de l'âge à la retraite reculé fait qu'il y a plus de seniors dans l'entreprise. Et de par le fait, quand on est senior, on peut avoir plus de difficultés auditives, visuelles, etc. On a aussi, bien entendu, des soucis par rapport en fait, à l'école. On le voit quand on essaie de recruter des jeunes dans nos entreprises. Typiquement, on peut avoir des jeunes en situation de handicap qui ont du mal à trouver un emploi. Donc, on est dans cette situation aujourd'hui. Si on regarde finalement les différentes catégories de handicap que l'on adresse, on adresse différentes typologies de handicap. Et on va le voir dans le webinaire, en fonction des typologies de handicap qu'on va rencontrer, forcément, on aura des difficultés différentes. Si principalement je vais m'intéresser au handicap visuel, par exemple, typiquement, on sait que si le document que l'on fournit à une personne non-voyante ou une personne très malvoyante n'est pas accessible, cette personne ne va pas pouvoir profiter, entre guillemets, du document. Donc, il y a plein de catégories de handicap à considérer, mais au-delà des catégories de handicap, si on peut passer sur la slide suivante, on a également des personnes qui vont potentiellement être touchées par un handicap au cours de leur carrière. Il n'y a pas que le handicap permanent qui touche 18% à peu près de la population, mais on a aussi du handicap temporaire. Donc ça, c'est des gens qui, temporairement, peuvent avoir un problème de vision, d'audition, un problème de santé, mais ils vont sortir de cette problématique. Mais durant la problématique où ils ont justement ce souci de santé, ils vont utiliser rigoureusement les mêmes outils, les mêmes solutions que pour des personnes qui ont un handicap permanent. On peut aussi parler de handicap situationnel. Donc là, c'est dans l'environnement dans lequel on est qu'on va finalement subir les conséquences de ces difficultés. Le fait de ne pas parler correctement une langue. Lorsqu'on crée des documents, on peut avoir des documents dans des langues que l'on ne maîtrise pas forcément. Alors si en plus le document n'est pas accessible, là c'est carrément la double peine, parce qu'on aura à la fois du mal à comprendre la langue et en même temps du mal à comprendre l'information qui sera sur ce document non accessible. Si on parle du coup de l'accessibilité, l'objectif de l'accessibilité, c'est à la fois de faire avec et pour répondre aux difficultés en relation avec un handicap, mais le principe de l'accessibilité, c'est que ce que l'on met en œuvre va pouvoir bénéficier à tout le monde. Si on fait notamment attention, par exemple, à un contraste de caractère dans un document, si le contraste est suffisant,
que l'on soit en difficulté visuelle ou simplement qu'on met une petite fatigue visuelle de fin de journée, par exemple, et qu'on doit lire un document, finalement, le fait d'avoir tenu compte de ce contraste apportera un bénéfice à tout le monde. C'est ça qui est vraiment important. Alors, pour finir sur cette petite introduction, quand on parle d'accessibilité numérique, on parle finalement de deux choses qui sont un peu différentes. Donc, nous, on va se concentrer sur la partie accessibilité documentaire. Et merci d'ailleurs à Adobe de m'avoir invité à ce webinaire pour en parler. Donc, ça concerne à la fois les outils que l'on utilise, notamment sur son poste de travail, mais ça peut concerner aussi tout ce qui est développement applicatif. Donc, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Mais bien entendu, quand on développe des solutions, quand on développe des applications, on va aussi devoir tenir compte de cette accessibilité numérique. Voilà, en gros. D'accord. Et Thierry, chez Adobe, quand on parle d'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je dirais que, évidemment, tout ce que vient d'écrire Philippe est tout à fait vrai. Ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, et je ne voudrais pas d'ailleurs qu'on considère que l'action d'Adobe en termes d'accessibilité numérique s'arrête à ça, parce qu'elle est bien plus large. Ça fait partie je dirais des domaines dans lesquels Adobe essaye d'exceller, et on a construit chez Adobe toute une démarche, notamment à travers ce qu'on appelle l'inclusive design, qui concourt à traiter ces problématiques, parmi d'autres, d'accessibilité numérique. Mais aujourd'hui, puisque cette série de webinaires, comme vous le savez, concerne notre offre Document Cloud, on va se concentrer sur un aspect très spécifique qui est l'accessibilité du document électronique. Donc, le document électronique, un document électronique, je dirais, accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte, comme Philippe l'a expliqué tout à l'heure, des difficultés que peuvent connaître à un instant T ou de façon permanente des personnes qui vont vouloir utiliser ces documents, les consulter, travailler avec, remplir un formulaire, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors évidemment, dès qu'on pense à l'accessibilité du document électronique, je dirais que la première idée qui vient à l'esprit, c'est la cécité ou la déficience visuelle. C'est vrai que ça fait partie d'ailleurs des handicaps les plus répandus, très clairement. Alors, c'est évidemment un point qui est important, et donc il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va être capable, par exemple, d'avoir des textes alternatifs pour toutes les représentations graphiques? Est-ce qu'on va être capable d'utiliser des technologies d'assistance, comme un screen reader, par exemple, pour des personnes aveugles? Est-ce que, au-delà de la cécité, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, je pense au daltonisme, par exemple, est-ce qu'on va avoir des documents qui vont être conçus de telle façon que les couleurs seront bien choisies, les contrastes seront adaptés pour permettre à toute personne de consulter le document? Et ça, évidemment, c'est une grosse partie de la problématique de l'accessibilité du document numérique. Mais il y en a d'autres. On peut avoir affaire à des gens qui n'ont pas des handicaps visuels, mais des handicaps auditifs. Alors vous allez me dire, c'est un peu surprenant. Ben non, parce que dans un document PDF, on peut intégrer des éléments multimédia. On peut intégrer de l'audio, on peut intégrer de la vidéo. Donc il va falloir se poser les bonnes questions là aussi. Si la personne est sourde ou malentendante, peut-être qu'il va falloir légender tous les contenus audio, sous-titrer tous les contenus vidéo, et ce genre de choses. Et puis il y a d'autres types de handicaps, des handicaps moteurs par exemple. Si on ne conçoit pas ces documents de façon, je dirais, intelligente, entre guillemets, eh bien, on va peut-être avoir une navigation dans le document qui va devenir très complexe. On va être obligé de scroller beaucoup. Or, pour certaines personnes, manipuler un clavier et une souris, les deux à la fois parfois, c'est compliqué. Donc, il faut se poser là encore des bonnes questions et réfléchir à la structure et aux assistances contenues dans le document qu'on va pouvoir lire. Voilà. Et d'ailleurs, au même titre, je dirais, les handicaps cognitifs peuvent être aussi traités un peu, je dirais, de cette façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique dans le document et dans l'enchaînement des informations qui s'y trouvent. Donc, en ce qui concerne Adobe, et singulièrement Adobe autour du format PDF, vous savez qu'Adobe est le créateur du format PDF et que ce format est aujourd'hui un des formats les plus utilisés dans la diffusion de documents électroniques. Eh bien, l'idée, c'est qu'on a donc ce format qui est conçu dès l'origine, qui a été pensé dès l'origine pour intégrer des fonctionnalités permettant l'accessibilité. On a des outils, bien évidemment, je pense notamment à la gamme Acrobat. Alors, toute la gamme Acrobat, de Acrobat Reader, qui est la version gratuite, jusqu'aux versions payantes, Acrobat Standard et Pro. Et puis, on a également, je dirais, un engagement de la part d'Adobe. C'est-à-dire que,
c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, au-delà des outils dont on va parler aujourd'hui, toutes les solutions d'Adobe sont aujourd'hui conçues dans cet esprit. Donc, au-delà du document électronique, toutes les applications, toutes les solutions que peut proposer Adobe aujourd'hui ont été conçues et sont, mises à jour en fonction de ces contraintes-là. Alors, les fonctions dont on parle, qui sont des fonctions d'accessibilité du document, je le disais tout à l'heure, elles sont disponibles dans toutes les versions d'Acrobat, y compris la version gratuite. Ça veut dire qu'une personne qui, par exemple, est aveugle va pouvoir se faire lire le texte du document. Ça veut dire qu'une personne qui est malvoyante, qui a besoin de zoomer énormément, elle va pouvoir utiliser une fonction qu'on appelle de redistribution, reflow en anglais, du document. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas le document. En revanche, on va, par exemple, repositionner, redistribuer le texte de telle manière que la personne n'ait pas à scroller en permanence de façon horizontale, mais puisse simplement. Pour les personnes en situation de handicap moteur, on peut aussi automatiser le défilement du texte, par exemple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à scroller, ce qui peut être pénible pour eux, de cette façon-là. Et puis on peut, au moment de la consultation, même si on n'a pas bien conçu à l'origine le document, modifier les contrastes d'affichage à la volée pour permettre à une personne qui a des difficultés de vision de consulter le document malgré tout dans des bonnes conditions. D'accord. Donc, c'est ce que effectivement fait Adobe en termes d'accessibilité numérique avec les outils Acrobat, Acrobat Reader et même d'autres outils aussi de chez Adobe. Et quand on parle en fait de documents, on peut ne pas penser à Microsoft Word. C'est comme ça que souvent on commence à rédiger, créer nos documents. Le plus souvent. Le plus souvent, voilà. Et Philippe, est-ce que tu peux nous dire, en termes d'accessibilité documentaire, c'est présent comment chez Microsoft? Oui, alors déjà, avant de rentrer dans la partie documentaire, un élément qui était très intéressant qu'a dit Thierry, c'est qu'effectivement, les situations qui sont vécues par les gens sur leur environnement nécessitent forcément des outils spécifiques. Donc, soit des outils intégrés, par exemple, notamment aux outils Adobe, parce qu'ils intègrent effectivement ces possibilités de redistribution de texte, etc., qui là sont vraiment propres finalement à l'outil qui est utilisé pour afficher le document. Et au format d'ailleurs. Et au format évidemment PDF. Après, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du système d'exploitation dans son ensemble, on a déjà un certain nombre de solutions qui existent, comme des loupes. On a aussi un filtre de couleur, par exemple, pour le daltonisme. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas faire attention au contraste quand ils créent un document. Ça veut simplement dire qu'on est en capacité de proposer un outil d'assistance qui va être activé, notamment par des personnes daltoniennes, pour transformer les couleurs de façon à ce qu'elles soient plus perceptibles pour elles. Alors après, évidemment, dans les produits qui sont utilisés pour créer des documents, on peut parler de Word, on peut parler de PowerPoint pour des présentations, on peut parler d'Excel, etc. Donc il y a énormément de produits avec beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité. Le fait, par exemple, de se dire j'ai un handicap visuel, peut-être que plutôt que lire le document, je vais utiliser un outil de lecture automatique qui peut être intégré dans un outil qui peut être utilisé dans Word, par exemple. Mais si on se penche réellement sur finalement la partie, quand on crée un document, l'objectif c'est de faire passer un message. Et donc quand on veut faire passer un message, Thierry, si tu peux me passer la slide suivante, on a deux considérations finalement importantes. Voilà. Désolé. Les slides passent de façon automatique. Ils se sont enchaînés. Désolé. Pardon. On va parler finalement de deux choses. D'un côté, on va parler, ils ont été mis en mode automatique, je pense. Bon, c'est pas très grave. On va parler à la fois de la création du contenu, mais en même temps de la façon de les présenter. Donc, on a à la fois à tenir compte de la création d'un contenu dans Word ou dans PowerPoint, mais souvent, quand on fait une présentation derrière, on va aussi présenter en fait à son auditoire la présentation. Et là, on aura des possibilités de rajouter du sous-titrage, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, si on se concentre sur le contenu, bien entendu, oui, je pense qu'il y a un mode automatique, excusez-nous, à distance. Si on se penche finalement sur les éléments importants en relation avec la création de documents, comme le disait Thierry, on va se concentrer sur le handicap visuel. Lorsqu'on veut lire un document, forcément, les gens les plus gênés sont celles qui vont avoir un handicap visuel. Alors, si on regarde finalement les documents que l'on va créer dans Word, la plupart du temps, une fois que ce document est créé, on a tendance à vouloir l'exporter dans un format PDF
Pourquoi on l'exporte dans un format PDF? Parce que d'une part, ça permet un peu de le figer à un instant donné, d'alléger en fait la taille du document. Et bien souvent, on publie en fait ces documents PDF sur des sites internet ou on les publie en interne ou pour des clients. Si on fait des plaquettes pour des clients, par exemple, on va créer ces plaquettes dans des formats PDF. Et donc, dans les outils qui sont utilisés côté Microsoft, on va avoir un outil qui existe déjà et que tout le monde peut utiliser, qui est un outil de vérification d'accessibilité. Donc, si je prends un document Word et que je vais simplement essayer de l'exporter, donc je vais dans Fichier, Exporter et que je choisis le format PDF, automatiquement, j'ai un avertissement qui apparaît à l'écran qui me dit, mais attention, le fichier PDF que vous allez générer n'est pas accessible. Et donc, il faut, avant de générer ce PDF, essayer de le rendre accessible. Si on ne le fait pas à ce moment-là, il va falloir, dans ces conditions, utiliser les outils d'Adobe pour éditer le document et fixer les problèmes d'accessibilité. Donc, voilà. Donc, on offre un petit avertissement et je vais reprendre rapidement les points qui ont été cités par Thierry. Si on est une personne non-voyante, on va consommer les documents avec un lecteur d'écran et donc il va falloir que le document lui-même contiennent des textes alternatifs, notamment derrière les images, derrière des tableaux, derrière tous les éléments multimédia qui peuvent exister aussi dans une présentation, par exemple. Et puis un élément important, c'est cette structuration de documents. Et là, en fait, pourquoi c'est important? Imaginez un livre d'une 50aine de pages. Si vous voulez aller au chapitre 3 parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes obligé de lire toutes les pages les unes après les autres pour arriver à ce chapitre 3, c'est pénible. Alors que si vous avez utilisé des titres de niveau 1, 2, 3, par exemple, dans votre document, vous avez des raccourcis qui vous permettent de passer de chapitre à chapitre et donc d'aller directement sur le chapitre qui vous intéresse. Si on parle de personnes qui sont malvoyantes, les considérations sont un peu différentes parce que la personne va probablement utiliser une loupe pour lire le document. Et donc, là, ce qui est important, c'est le choix des polices de caractère. On a d'ailleurs changé la police de caractère par défaut dans les suites Office depuis peu, parce que la police de caractère Times New Roman qui était proposée avant n'était pas forcément la plus adaptée, entre guillemets. Donc, on a changé cette police par défaut. Et puis, le deuxième sujet important, alors dans la police, c'est à la fois le choix de la police et la taille, évidemment, des caractères. Et puis, la deuxième chose, c'est le contraste. Il faut penser que si on met des caractères, je ne sais pas, en noir sur un fond sombre ou en blanc sur un fond jaune, forcément, on va avoir des difficultés de lisibilité. Mais ce n'est pas que pour les personnes malvoyantes. Ça va occasionner de la fatigue, finalement, à tout le monde. Donc, il faut être capable de faire ses choix en toute connaissance de cause. Donc, si on reprend le slide tel qu'il est présenté, finalement, les points les principaux, entre guillemets, à vérifier, c'est est-ce que d'un point de vue affichage, j'ai tenu compte de toutes les difficultés rencontrées? Est-ce que la structuration est bonne? Et est-ce que j'ai mis en place des textes alternatifs? Donc ça, c'est tout ce qui est vérifié par l'outil de vérification d'accessibilité de Microsoft aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, on se rend compte vite qu'on n'a tous peut-être pas ces réflexes quand on commence à créer, rédiger un document, malheureusement. Et effectivement, pour les raisons que vous avez évoquées, il faut qu'on applique ces réflexes en démarrant d'un Word, d'un document Word. Donc, ce document Word, maintenant, on va probablement le transformer en format PDF. Thierry, est-ce que tu peux nous dire, en termes d'accessibilité, qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite de ce document qui a été déjà travaillé, rendu accessible? Donc, comment Adobe peut compléter? Ou pas. Il y a peut-être un petit point d'ailleurs, parce qu'on parlait de la difficulté qu'ont les gens à utiliser ces outils. Effectivement, au départ, quand on ne sait pas rendre accessible un document, on a tendance justement à avoir besoin d'un outil qui nous rappelle tout ce qu'on a fait qui n'est pas bien dans le document. Mais en fait, on s'aperçoit que dans la pratique, une fois que pendant quelques semaines, on a passé du temps à rendre accessibles ces documents, ça rentre dans les automatismes. Je rajoute une image dans un document, boum, je vais ajouter le texte alternatif et je ne vais plus du tout avoir besoin de le faire a posteriori. Donc je pense qu'il y a ce côté habitude, qu'on soit sur les outils d'Adobe en termes de création ou qu'on soit sur les suites Microsoft, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose et ça passe effectivement par la possibilité. Donc il faut que l'outil existe, c'est bien évident, mais ça passe aussi par la
formation et la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où il faut, j'allais dire, se poser les bonnes questions, et ça ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement naturellement. Alors je pense notamment, bon, chez Adobe, on utilise, on est spécialisé, je dirais, dans la création. Hein, on a beaucoup de créateurs, de designers, de gens qui sont effectivement des artistes, on pourrait dire, utilisent nos solutions et ils ne sont pas tous conscients, ils veulent tous faire joli, ils veulent tous faire quelque chose de très sophistiqué. Et parfois, c'est au détriment, si on n'y prend pas garde, justement de l'utilisabilité de ces contenus. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, tout bête, c'est quelqu'un qui avait fait un très joli document, qui était un rapport d'une association en l'occurrence, et qui avait voulu, en page de garde, faire un fond de page, entre guillemets, avec toutes les villes du monde, entre guillemets, puisque cette association intervenait dans le monde entier. Donc, il avait mis le nom de, peut-être pas toutes les capitales, mais d'énormément de capitales mondiales. Résultat des courses, lorsque vous utilisiez un screenreader pour lire le document, eh bien, ça prenait environ 5 minutes de vous lire Amsterdam, Paris, Copenhague, Kuala Lumpur, etc., etc. Donc, c'était joli, le concept était bon, mais ce n'était pas du tout adapté, évidemment, en termes d'accessibilité. C'est un exemple un peu amusant, mais qui montre bien que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, forcément. Donc, il faut former les gens et il faut les sensibiliser. Finalement, créer un document accessible, c'est un peu la même chose que quand on crée une page web. Si on fait quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement sophistiqué, on aura rigoureusement la même consommation. Donc, Tout à fait. Et donc, il y a un point qui est très important que tu as relevé, Philippe, qui est la structuration du document. Ouais. C'est évident. Pourquoi? Parce que, alors, là encore, hein, on connaît tous des gens qui, au lieu d'utiliser les styles dans Word, disent, voilà, moi je fais tout en normal, puis après, là, je passe en 48 gras, puis je centre, parce que c'est mon titre. Ce n'est pas une bonne façon de faire, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous qui pouvons lire avec nos yeux, on va voir que c'est un titre, c'est au milieu, en haut, et c'est en gras et en grand. Mais quelqu'un qui est aveugle ne peut pas avoir cette information. Donc si l'information en question n'est pas dans la structure du document, elle ne saura jamais que c'est le titre, entre guillemets. Donc, je prends cet exemple à nouveau. Alors, ce qui est vrai pour Word, et par exemple, puisqu'on prenait on parlait de cet outil tout à l'heure, est vrai pour d'autres outils. Bon, nous proposons aussi des outils de création de documents, InDesign par exemple, et dans ces outils-là, il y a aussi toutes ces fonctions-là. Mais il ne faut pas oublier de les utiliser et de les utiliser correctement à bon escient. Bon, après, il y a d'autres règles. Comme tu le disais, Philippe, il faut être capable de créer des signets, des bookmarks de navigation pour qu'on puisse accéder directement à certains contenus. Il faut penser aussi à l'optimisation de l'affichage. Quand on a des choses très, très lourdes, souvent, quand c'est très joli, c'est très lourd, il faut optimiser l'affichage parce que ça peut être très, très long, par exemple, de télécharger un document de ce type. Et puis, il y a le point central, réellement central, qui est donc cette fameuse structuration. Alors, dans le langage de PDF, on appelle ça des balises ou des tags en anglais. Et c'est la base de l'accessibilité d'un document PDF. Le fait d'avoir balisé correctement un document PDF ne le rend pas forcément 100% accessible, mais ce qui est certain, c'est que s'il n'est pas balisé, il ne pourra pas être accessible. Donc c'est pour ça que je parle de la base, de l'accessibilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est le cas de dire. Et dans les outils que nous proposons, dans les outils Acrobat que nous proposons pour la gestion des PDF, on va avoir là aussi un outil de vérification de l'accessibilité. Alors évidemment, si tout a très bien été fait en amont, qu'on a très bien travaillé dans Word, dans InDesign, qu'on a fait comme il fallait, et qu'on a utilisé des outils de conversion vers PDF de qualité, comme ceux que propose Microsoft ou que nous proposons bien sûr, nous, Adobe. On va retrouver tout ça dans le document PDF. Oui. Et avec un peu de chance, il n'y aura rien à faire. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a un outil de vérification de l'accessibilité qui va faire une checklist de tout ce qui est important, et notamment, bien sûr, ce balisage du document. Et sur base de cet outil de vérification, on va avoir un rapport dynamique qui va permettre de pointer toutes les difficultés. Est-ce que j'ai défini la langue de mon document? Est-ce que je l'ai balisé? Est-ce que j'ai des alternatives textuelles pour tous les éléments qu'il nécessite? Les images, les liens hypertextes, les champs de formulaires, si j'ai des formulaires. Toutes ces choses-là, on va les vérifier et on va proposer directement, depuis le rapport d'accessibilité qui s'affichera dans Acrobat, l'accès à des fonctions de correction.
soit totalement automatique quand c'est possible, soit qui vont demander l'intervention d'un humain. Si je n'ai pas d'alternative textuelle à une très belle image d'un cheval courant au soleil couchant sur une plage, à terme, je pense qu'on aura des outils intégrés qui permettront de faire une proposition de description, mais sinon, aujourd'hui, il s'agit encore qu'un humain décrive l'image en question. Et, petite parenthèse, que l'humain en question, justement, se pose la question de savoir s'il faut ou pas décrire l'image. Oui. Pourquoi? Parce que dans les documents, je parlais tout à l'heure des artistes qui sont nos clients, très souvent, on veut faire très joli. Et c'est légitime, et c'est vertueux, si je puis dire. Maintenant, si on a intégré une image très belle, mais qui n'est pas spécialement porteuse de sens, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une alternative textuelle. C'est-à-dire que si j'ai mis une jolie frise pour décorer ma page, tant mieux pour ceux qui la voient, ils vont en bénéficier, mais pour celui qui voudra se faire lire le contenu du document par un screenreader, typiquement, ça n'a pas d'intérêt. Et ce n'est pas porteur de sens. Donc il faut se poser la question toujours, pour ces alternatives textuelles, est-ce qu'il y a une raison réelle? Est-ce que l'image est porteuse de sens? Alors, c'est évident pour certaines images. Si j'ai un camembert graphique avec des statistiques, oui, bien sûr, il va falloir décrire cette image. Mais si j'ai juste une belle photo de soleil couchant parce que c'est mon rapport annuel et que je veux prouver que je suis une société très soucieuse de l'environnement, c'est peut-être pas si important. Pour rebondir d'ailleurs sur ce point-là, effectivement, quand on est dans des outils comme Word ou PowerPoint, quand on est sur une image, on a la possibilité de dire au lecteur d'écran et de rajouter une balise au niveau du document PDF qui sera créé, d'ignorer l'image, donc de faire comme si l'image n'existait pas. Et puis il y a un scénario qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que prenons le cas de figure d'un document dans lequel on a un logo d'entreprise en bas de page. Est-ce qu'on a besoin que ce logo soit lu chaque fois qu'on change de page? Évidemment non. A priori non. Donc on va le mettre sur la page de garde, on va le nommer sur la page de garde et puis on va l'ignorer dans toutes les autres pages du document. Par exemple. Copyright Adobe 2023, en bas de chaque page, on ne va pas le lire, en tout cas pas à chaque fois. Et ce sont des questions que les clients, vos clients respectifs doivent se poser justement. Philippe, tu rencontres beaucoup de clients, j'imagine, au quotidien pour parler de sujets d'accessibilité. Quelles sont les difficultés ou les questions qui vous posent souvent? Alors déjà, il y a forcément sur l'usage des outils, mais j'en ai parlé dans l'introduction, forcément il y a une méconnaissance des outils qui sont utilisés et notamment de faire le lien entre les typologies de handicap et les solutions qui peuvent être utilisées, notamment pour lire un document ou pour accéder à une vidéo par exemple. Donc ça, c'est une méconnaissance. Il faut savoir par exemple qu'on a la capacité dans Word de prendre une vidéo et de demander de récupérer la transcription. Donc si on a besoin de rendre accessible une vidéo et de fournir un document pour accompagner cette vidéo, on a la possibilité de la générer de façon automatique. Voire j'intègre une image, par défaut il essaye de la décrire dans Word, avec des limites qui sont effectivement les limites aujourd'hui de ce qui existe en termes de reconnaissance d'image. Ça veut dire que ça va peut-être reconnaître des objets, mais ça ne va pas du tout contextualiser l'image. Donc il faut penser, quand on va décrire une image, à imaginer l'image dans son contexte global. Mais la principale difficulté que rencontrent aujourd'hui les clients, c'est surtout que, effectivement, pour créer des documents, ils vont utiliser notamment la suite Microsoft pour créer un document Word, etc., et générer des PDF. Mais ils ont, la plupart du temps, une quantité de documents PDF qu'ils ont générés, sur lequel éventuellement ils n'ont même plus le document source, parce qu'en définitive, ça a été créé par des gens qui sont partis de l'entreprise, ou des prestataires qui sont venus, donc ils ont tout un tas de documents PDF, qu'ils ont éventuellement publiés sur des sites web, ils savent qu'ils ont des obligations légales de rendre accessible leur site internet, sauf que, au-delà de rendre accessible le site internet, si je ne rends pas accessible les documents qui sont inclus dans ce site, j'ai fait une partie du chemin en fait, j'ai pas fait la totalité du chemin. Et donc là, on va rentrer dans des situations dans lesquelles on va travailler avec l'équipe d'Adobe pour dire à des clients, regardez ce que vous pouvez éventuellement faire pour reprendre votre liste de documents PDF existantes et passer peut-être de façon automatique pour essayer de fixer tous les problèmes, voire avoir un outil effectivement pour accompagner les corrections nécessaires. Et justement, Thierry, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle ? Alors, on y a pensé, clairement. Forcément. Et effectivement, on s'est attaché à trouver le moyen d'industrialiser finalement une démarche.
Donc l'idée, ça a été l'automatisation. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de ce qui peut être fait avec les outils, c'est-à-dire manuels, entre guillemets, en tout cas user-oriented comme Acrobat, l'idée, ça a été de dire qu'il faudrait créer des outils applicatifs, des API pour être clair, hein, qui vont pouvoir traiter en masse, à l'échelle, des documents, alors des documents, les backlogs dont tu parlais, hein, tout cet historique documentaire, et puis éventuellement d'ailleurs aussi des documents qui circulent dans l'entreprise mais qui ne viennent pas de l'entreprise. Parce qu'on peut contrôler, plus ou moins, on peut contrôler la façon dont les documents sont produits dans l'entreprise, à condition de mettre les bons process en place, mais tout ce qui vient de l'extérieur, par définition, on ne le contrôle pas. Donc, on n'en contrôle pas en tout cas la production. Donc, il va falloir peut-être se poser la question de traiter aussi ces flux, qui sont des flux entrants typiquement. On peut imaginer que pour les flux internes, on sait traiter la chose à l'origine, encore que on sait très bien que dans la vraie vie, même si on met en place des process, même si on déploie des outils, on n'est pas à l'abri que quelqu'un, dans son coin, utilise un autre outil parce que, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, ça existe partout. Oui, il y en a partout. Et on n'a pas donc la garantie que peut-être tout sera, je dirais, à la norme, entre guillemets, ou en tout cas à la norme qu'on s'est fixée. Donc, on a construit une API en particulier, dont je vais vous parler, qui s'appelle l'API Autotag. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette API? Eh bien, justement, elle prend un document PDF, un ou N, c'est tout l'intérêt, et elle va appliquer sur ce document PDF le traitement, je dirais, essentiel, comme je le disais tout à l'heure, et prérequis à toute problématique d'accessibilité, qui est le traitement de balisage. Donc, on va analyser la structure du document, on va en déduire, implanter les balises qui vont bien, on va en déduire un ordre de lecture logique, et on va, de cette façon-là, créer un document qui est prêt à l'accessibilité. Je dis bien prêt à l'accessibilité, je préfère être précis, il ne sera pas forcément 100% compatible avec les recommandations du WCAG, tout simplement parce qu'on l'aura balisé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura déjà cette base sur laquelle on peut travailler. Ça veut dire que, par exemple, si je prends un document PDF qui n'a pas du tout de structure, mais par contre, on a, par exemple, agrandi les polices à différents endroits dans le document, lui, il va considérer que c'est des titres. C'est tout l'intérêt. Alors, en fait, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Ouais. Hein. Donc, ça utilise le moteur Adobe Sensei, qui est le moteur d'intelligence artificielle que nous avons développé. Et justement, cette intelligence artificielle a été entraînée, comme toutes les intelligences artificielles. Elle a appris sur une base évidemment colossale de documents, ce qui va nous permettre, oui, d'induire. Alors, il peut y avoir, l'intelligence artificielle, c'est pas magique, ça fonctionne pas toujours à 100%, mais en tout cas, on va être capable, dans la plupart des cas, d'identifier ce qui est un type de chapitre, ce qui est un type de paragraphe, ce qui est un paragraphe, ce qui est un tableau, ce qui est un en-tête de tableau, ce qui est une colonne, une ligne dans un tableau, etc. Et donc, on va créer les balises correspondantes, ce qui évidemment serait extrêmement fastidieux déjà et très long, voire même irréalisable, hein, si on pense à l'échelle, de le faire à la main. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Et alors, un point qui est essentiel, mais c'est vrai de toutes les API qu'on propose, parce qu'on en propose bien d'autres, c'est que cette API, en plus, elle bénéficie d'une intégration dans la Power Platform. Donc là, on revient côté Microsoft. L'idée, c'est que donc on puisse utiliser la puissance de cette API et les autres, encore une fois, non pas uniquement si on est un développeur chevronné et qu'on sait manipuler du Java ou que sais-je, mais tout simplement en utilisant les flux Power Automate, les Power Apps, et en intégrant dans des processus existants ces traitements d'amélioration du document, en l'occurrence pour l'accessibilité, mais encore une fois, on peut traiter d'autres sujets de sécurité, d'optimisation, etc. Et en fait, moi j'ai une dernière question à Philippe, et d'ailleurs je vous invite à poser des questions, on va les prendre à l'instant. Et justement, donc, on voit qu'il y a une possibilité de collaborer, de travailler avec les outils Microsoft sur Power Platform et les outils, les API d'Adobe. Philippe, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret que vous avez eu avec des clients? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs exemples effectivement qu'on peut prendre. Si on reprend l'intérêt finalement d'intégrer dans un flux de livraison, alors, généralement, imaginons je crée un site internet. Quand je crée ce site internet, j'ai déjà des flux qui sont là pour pousser des pages
donc voilà, pour pousser des mises à jour, entre guillemets, sur mon site web au niveau des pages. Mais on pourrait imaginer que je pousse, par exemple, je sais pas, dans un environnement Teams, je pousse un document qui doit être publié quelque part. Donc, je peux reproduire, par exemple, la structure de mon document, de l'endroit où je stocke mes documents dans le site Internet. Je pousse dans une librairie Teams un document. Un Power Automate va voir le document poussé, va lancer l'API d'Adobe pour tester l'accessibilité ou rajouter ses tags avant même de publier le document, voire même peut-être aura des informations de l'API qui lui disent « Oh là là, non, il est très très loin d'être accessible et peut-être que je ne vais pas le pousser parce qu'il est trop loin, entre guillemets, de l'accessibilité. » On peut imaginer par exemple de dire il y a 0 balise dans le document, ça veut dire que la personne, elle a vraiment fait rien d'un point de vue accessibilité. Deuxième exemple, on peut imaginer par rapport à des flux externes, quelqu'un pousse un mail, par exemple, à une personne non-voyante, avec une pièce jointe, et c'est un PDF qui est en pièce jointe. De façon automatique, on récupère avec un Power Automate le document, on le passe à l'API et on met le document dans un endroit où la personne non-voyante va pouvoir ouvrir le document et le consommer, alors qu'elle ne pourrait pas le faire directement dans la messagerie, le document étant au départ inaccessible. Donc il y a pas mal en fait de situations. Et puis on peut imaginer aussi, on parlait de la Power Platform, on peut imaginer aussi à un moment donné d'avoir une Power Apps dont le rôle est finalement de centraliser un petit peu tout ce qui est fourni à un groupe ou à une équipe, ou même une application qui serait destinée à l'équipe marketing, qui fait que chaque fois qu'une présentation doit être faite chez les clients et qu'on souhaite pousser cette présentation à des clients, automatiquement, lors de la génération du fichier PDF, on fasse appel à l'API pour automatiser l'ajout des tags si la personne n'a pas pris soin d'abord d'utiliser un vérificateur d'accessibilité. Alors, ils ont été, par exemple, dans les équipes aux États-Unis, chez nous, ils ont été d'ailleurs carrément très stricts, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une présentation dans un événement public doit fournir sa présentation en avance de phase, parce qu'il faut pouvoir fournir le document PDF en fait aux participants qui vont utiliser peut-être un lecteur d'écran. Et du coup, ils rejettent toutes les présentations dont les présentateurs n'ont pas au préalable au moins testé que le vérificateur d'accessibilité avait été passé et on avait fixé les problèmes. Alors ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Hein. Non, comme le disait Thierry tout à l'heure, peut-être qu'il faut rajouter une couche supplémentaire de tags pour aller encore plus loin dans l'accessibilité du PDF, mais c'est le minimum, entre guillemets, à réaliser pour permettre à des personnes mal ou non-voyantes de consommer ces documents. Et justement, je crois, Thierry, que tu travailles sur un démonstrateur qui comprend pas mal de fonctionnalités. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on a développé un prototype qui s'appelle, qu'on a baptisé PDF Factory, qui justement exploite cette logique. C'est-à-dire, l'idée, c'est de définir un certain nombre de règles qu'on associe à ce que j'appelle des classes. Donc, la classe, ça peut être une typologie de document, ça peut aussi être un usage, publication sur le web, présentation publique, ce genre de choses. Et en fait, on va établir une sorte de checklist en disant, voilà, pour qu'un document soit conforme à nos exigences par rapport à cet usage, on va lui appliquer systématiquement tel et tel type de vérification et ou correction. Et donc ça, c'est ce qu'on va présenter d'ailleurs lors de notre prochain webinaire, le 17 octobre. Donc ça ne traite pas que d'accessibilité, hein, on a beaucoup d'autres API, je le disais tout à l'heure. Donc on va par exemple s'intéresser à dire est-ce que mon document est sécurisé, est-ce que j'ai supprimé toutes les données personnelles de ce document, etc. etc. Et puis aussi, est-ce qu'il est accessible. Donc ça, on le présentera le 17. Ok, d'accord, merci. Je propose qu'on prenne des questions de l'audience. On a quelques questions posées. Oui. Je te laisse peut-être... Alors, est-ce que cet outil est gratuit ou nécessite l'achat d'outils Adobe? Alors, ça dépend de quoi on parle. Les fonctions d'accessibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont accessibles. Donc, les fonctions qui vous permettent de se faire lire le texte ou de générer de la redistribution, de la redistribution de texte, etc. Tout ça, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est inclus dans les versions, y compris gratuites. C'est aussi inclus dans les versions payantes. En revanche, pour dans le reader, voilà, tout à fait. En revanche, pour tout ce qui concerne la réparation, si je puis dire, enfin le contrôle, la vérification et la mise en conformité des documents, ça par contre, ça n'est disponible, c'est pas disponible dans le reader, ça n'est disponible que dans la version Acrobat Pro. Donc oui, ça nécessite l'achat d'une licence. Alors,
pourquoi le rouge, qui n'est pas assez contrasté sur le blanc, passe sur le vérificateur d'accessibilité de Microsoft. Alors, en fait, on peut peut-être regarder d'ailleurs la slide suivante, je crois, de la présentation. Oui, pardon. Qui justement reprend un petit peu cet exemple-là. On a rajouté en fait dans les outils, donc sur la toute dernière génération en fait sur Microsoft 365, on a rajouté la possibilité d'avoir un petit bouton en fait qui permet de voir quelles sont les couleurs contrastées par rapport à l'endroit où on se trouve dans le document. Et donc quelque part au départ, lui part vraiment sur la norme. La norme dit qu'il faut un ratio 4,5, enfin 4,5 pour avoir un contraste suffisant entre la couleur de fond et la couleur de la police. Donc visuellement, on peut se dire c'est bon, le contraste est là. Effectivement, rouge sur fond blanc, ça y est, mais en fait, peut-être pas toutes les sortes de rouge. Parce que quand le rouge va tirer sur le orange, va tirer vers une couleur un peu claire, et bien là, typiquement, ça va être considéré comme non accessible parce que, en définitive, on ne respecte pas la norme telle qu'elle existe, entre guillemets, avec le niveau de ratio demandé. Donc, le vérificateur d'accessibilité permet juste de donner un guide. Ça ne veut pas dire que forcément, je vais prendre un exemple, imaginons un logo d'une entreprise, il y a des logos d'entreprise sur lesquels le contraste peut-être manque, entre guillemets, mais de façon quasiment pas perceptible à l'œil. Mais si on regarde réellement le ratio avec un outil qui permet de contrôler la différence de couleur, là, effectivement, on n'est pas très loin du ratio, mais on n'y est quand même pas. Donc, on ne respecte pas la norme. Donc, on ne va pas demander à une entreprise forcément de changer tous ses logos partout parce que ces logos ne sont pas accessibles, mais on va admettre que visuellement parlant, c'est suffisant. Voilà. Donc, ce n'est qu'un guide, le vérificateur d'accessibilité. Ok. Il y avait d'autres questions? Alors oui, pardon, il y a des questions également qui sont arrivées dans le chat, donc j'étais obligé de voilà. Donc j'ai une question également. Désolé, c'est encore pour toi, Philippe. Pourquoi les PDF de PowerPoint ne maintiennent pas correctement l'accessibilité numérique? Alors, les PDF de PowerPoint, si, dans PowerPoint, on a aussi le vérificateur d'accessibilité. Donc, on peut, dans le menu Révision, aller sélectionner Vérifier l'accessibilité. Et donc là, on a un outil de vérification d'accessibilité qui permet de lister toutes les choses que l'on doit corriger. Sur la toute dernière version, on a même un onglet accessibilité que je vous invite à rajouter parce qu'il n'est pas en standard. Donc, il faut aller dans les options de PowerPoint pour aller le récupérer. Bon, ça va. Un onglet, oui, qui s'appelle accessibilité, qui contient notamment un outil qui permet, par exemple, de passer tous les slides en noir et blanc pour voir le contraste. C'est-à-dire, visuellement parlant, un slide avec de la couleur, on se dit c'est bon, c'est très contrasté, tout va bien. Quand on passe en noir et blanc, d'un seul coup, du gris sur fond noir, on voit nettement la différence à l'œil nu. Donc, on a ces possibilités, puis on va pouvoir accéder à des boutons pour accéder directement au texte de remplacement d'une image ou le volet qui permet de définir l'ordre des objets dans une diapositive ou qui permet aussi de s'assurer que chaque diapositive contient bien un titre. Parce que autant dans un document Word, on va parler de titre de niveau 1, 2, 3, et donc ça permet de créer des tags de structuration du document. Dans un slide PowerPoint, on a l'impression que le slide, quand on change de slide, c'est bon, je suis sur une nouvelle diapositive, donc pas de problème. Si je n'ai pas nommé expressément la diapositive, quelque part, je vais passer à côté d'un tag qui permet de savoir ce qu'il y a sur cette diapositive. Donc, avant d'aller lire le contenu d'une diapositive, on aimerait bien savoir de quoi elle parle. Et puis, au-delà de ce slide, on a également la possibilité, en fait, de créer des sections. Les sections, ça va être un peu comme les titres de niveau 1. Et donc, quand on va générer le PDF, ça va être créer des têtes de chapitres. Donc, entre les sections et le nom des slides, on va retrouver finalement la même problématique de structuration que dans un document Word. Très bien. Ok. Écoutez, je crois qu'on a atteint leur limite. Désolé, il reste quelques questions. On va peut-être tâcher de vous y répondre plutôt par un mail. Peut-être conclure en deux mots. Oui, un petit mot de conclusion, Philippe, sur le sujet de l'accessibilité numérique. Oui, alors je voulais peut-être montrer en préversion un peu ce qui va arriver. On va passer en fait d'un outil qui s'appelle le vérificateur d'accessibilité aujourd'hui dans réellement un assistant d'accessibilité. Alors,
C'est quoi la différence? La différence principale, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un document Word, par exemple, et que vous avez une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, typiquement, vous avez un mot qui est souligné, et donc facilement, vous pourrez savoir s'il y a une faute d'orthographe ou de grammaire à corriger. Là, typiquement, plutôt que d'être obligé de lancer le vérificateur d'accessibilité, devant chaque zone du document qui n'est pas accessible, on va voir un petit bonhomme, et quand on clique sur le petit bonhomme, là, on aura des préconisations de est-ce qu'il faut changer la couleur du texte, enfin, ce que fait aujourd'hui le vérificateur d'accessibilité, mais ça sera beaucoup plus visuel, entre guillemets, dans le document. Donc, l'objectif étant quand même d'inciter davantage les gens à fixer ces problèmes d'accessibilité. Et puis, dans l'assistant, on va reprendre aussi un peu la checklist dont parlait Thierry tout à l'heure. Il y a effectivement la checklist sur la structuration du document, sur les textes alternatifs, les couleurs, la structure, enfin, tout un tas de paramètres. Donc ça, c'est des choses qui seront intégrées dans cet assistant d'accessibilité. D'accord, merci beaucoup Philippe. Thierry nous a quittés, il a une petite urgence. Merci à tous, sujet très important, très passionnant. J'espère qu'on vous a pu apporter quelques idées sur le sujet de clarification. Je pense que de toute façon, le webinaire il sera prêt pour un replay. Donc voilà, on va vous envoyer aussi par la suite quelques éléments. Merci de votre participation. Merci Philippe. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le webinaire dont parlait Thierry tout à l'heure, parce que je pense que c'est intéressant pour peut-être mieux comprendre un peu cette API qui va permettre peut-être de fixer en masse les documents. Je pense que ça, c'est assez important en fait de pouvoir comprendre et maîtriser cette partie-là. Effectivement. Merci à tous et très bonne journée. Merci Fidèle. Au revoir. Merci, au revoir.